On veut soutenir le féminin, c'est important pour nous. Et puis, on offre plusieurs styles, plusieurs modèles, plusieurs formes, plusieurs tailles, parce que c'est important aussi d'offrir toutes les tailles. Bien sûr. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandra. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. C'est le 11e déjà, donc ravie de t'avoir avec nous. On va commencer comme d'habitude. Je vais te proposer de te présenter en quelques minutes. Alors, Catherine Gallet, je dirige aujourd'hui Rouge-Gorge Lingerie, qui est une entreprise, comme son nom l'indique, qui conçoit et distribue de la lingerie. C'est une entreprise française qui a été créée en 92, voilà, donc il y a quelques années. J'y suis la DG depuis 2009, donc 16 ans. Donc ça fait, on pourra y revenir. Bien sûr, avec grand plaisir. Un temps, un temps certain, mais toujours avec beaucoup de passion, beaucoup de plaisir sur un métier qui est chouette. Et puis, si je remonte, j'ai fait 4 ans chez Pimki, donc j'ai toujours travaillé dans ce qu'on appelle l'écosystème AFM. 4 ans chez Pimki, où je m'occupais de la direction, on va dire, générale opérationnelle d'une zone, la zone nord-ouest, qui comprenait la France, le Benelux et la Pologne. Et puis, si je remonte encore un peu, 19 ans, chez Auchan, voilà, où j'ai commencé ma vie professionnelle en 86. Et après des études qui ne m'orientaient pas obligatoirement vers la distribution, la grande distribution, puisque je suis juriste et Sciences Po Paris. Voilà. Mais très étonnant, souvent c'est un étonnement. Et puis moi, dans mon parcours, j'ai deux temps. Donc un temps, on va dire, chez Auchan particulièrement, où je me suis occupée de ressources humaines. D'accord. Voilà, suite donc cette partie plutôt parcours, juriste, justement. Juriste et Sciences Po aussi dans la fonction. Et donc j'ai plusieurs postes, on va peut-être pas trop les détailler, autour des ressources humaines. Et puis une deuxième partie de vie professionnelle sur des postes plus opérationnels ou de direction générale. Et je trouve que c'est assez intéressant. Il y a pas beaucoup de profils qui viennent des ressources humaines vers la direction générale. C'est ce que j'allais dire, Il y a peu de femmes aussi, mais ça donne du coup, je pense, une connotation sans doute particulière ou à mon management ou à ma manière de concevoir l'entreprise et ce que j'ai envie de faire. Voilà. Mais c'est un peu étonnant. Ça pourrait être un peu déjà, étonnant. De cette introduction, j'ai plein de choses. Déjà, je suis ravie qu'on te reçoive sur cette industrie du textile où il y a plein de choses à dire, surtout sur la région. Je pense que ça doit être aussi un honneur, ou en tout cas quelque chose une certaine fierté de travailler dans cet écosystème dans la région du Nord, d'être dans le textile. Je pense que c'est quelque chose qui doit être quand même assez important. Mais effectivement, si je reprends en tout cas ce début de carrière plutôt dirigé vers les RH, moi je ne connais pas beaucoup de gens qui ont démarré par les RH, qui terminent à la direction générale. Et comment tu as réussi à faire ce pont? Est-ce qu'il y a des gens qui ont détecté des choses en toi et qui ont permis d'eux, ou c'est vraiment toi qui as montré un peu le tempo dans ta carrière? Non, parce que en fait, alors ça peut paraître étonnant parce que les gens peuvent dire elle avait un plan de carrière ou une manière de dire non. Ce qui m'intéressait, alors je pense que j'ai mes études comme ma vie professionnelle, je suis plutôt ce que je vais caractériser d'une généraliste. Et j'aime bien avoir une vue assez large des choses et puis osciller entre la réflexion et l'action. D'accord. Ça, c'est mes 2 paramètres. Donc, trop d'expertise, c'est pas ce qui m'intéressait, et trop de stratégie ou de réflexion sans la mise en œuvre, c'est aussi quelque chose qui me manque quelque chose. Et donc, du coup, je trouve que ça a été le hasard des rencontres et sans doute de mon profil assez généraliste. Et même quand j'étais RH chez Auchan, on a un poste très opérationnel et très concret et en lien avec le business. Donc, j'ai toujours été en lien avec le business, à découvrir aussi des métiers, à découvrir des organisations, à découvrir des manières de faire, à poser une vision d'entreprise. Donc, c'était pas une inconnue complètement pour moi. Et puis, j'ai rencontré c'est souvent le cas des personnes qui ou pensent pour toi ou se disent tiens pourquoi pas elle, et ça s'est fait un peu comme ça. Et après, à toi de dire tiens, j'y avais pas pensé, mais je le prends ce chemin. Alors, je me le pose, tu sautes pas tout de suite dans le train, mais quand tu rencontres des gens qui te font confiance, ça c'était un de mes caractères dans toute ma vie professionnelle, caractéristique. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait confiance et du coup qui développent de la confiance
Je pense que c'est hyper important bien dans un sûr, parcours. Bien sûr. Et puis, une prise de risque qu'il faut accepter. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Donc, une confiance et puis une acceptation du risque que j'ai fait. Et ça s'est fait tout naturellement. Chez Pimki, j'y suis allée au départ pour créer et prendre un poste de DRH international. Et puis, le patron de l'époque m'a proposé de prendre une direction opérationnelle. Et puis, 4 ans après, le président cherchait une directrice générale, parce qu'il cherchait une femme. Donc, au départ, ça a été un peu son chemin. Comme c'est de la lingerie, bon, hop, okay. Je veux une femme. Et puis moi, ça m'intéressait de me dire, voilà, tu as vu beaucoup de choses, tu as vu des patrons, tu as vu des gens manager des entreprises. Comment toi, en ayant les clés en main, avec tes équipes, tu aurais envie de construire, voilà, ta propre vie d'entreprise, ton propre parcours de direction générale. Voilà. Et tu as aussi cette couleur, j'ai envie de dire, dans ton parcours d'international, puisque tu as eu chez Pimki plusieurs pays à gérer. Oui. Chez Rouge-Gorge Alors, chez Rouge-Gorge, on est moins international au niveau de nos implantations. On a 7 magasins en Belgique. On va dire que la Belgique, c'est le Grand Nord. Hein. Ce n'est pas vraiment international. Maintenant, on a beaucoup de notre sourcing qui oui, c'est ça. Tu travaillais beaucoup avec l'international. Avec l'international. Mais je me permets, alors ça sera peut-être un peu décousu, de revenir sur cette problématique du textile et du nord, de la France, de l'industrie. C'est ancré aussi dans l'ADN de Rouge-Gorge. Alors, peu de gens le savent, mais Rouge-Gorge est né de fil d'art. Ouais. Et fil d'art, c'est déjà... c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très différent, mais il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'était une entreprise exceptionnelle. Une institution. Une institution, à la fois, quand on pose le nom fil d'art, hein, c'est le fil d'art. Donc, c'est un magnifique nom. Et nous, on est né Rouge-Gorge. Alors, on ne s'appelait pas Rouge-Gorge à l'époque, mais qu'importe, d'une réflexion de fil d'art qui s'est dit, voilà, le fil à tricoter, peut-être qu'il faut que je trouve des relais de croissance, quelque chose de différent. Ils ont testé plusieurs choses et la lingerie est venue de ça. Donc, ça, c'est très important. Même si, aujourd'hui, ce que nous, on regrette, hein, c'est que les ateliers n'existent très peu en France ou des usines. Il reste quelques ateliers et qui ne sont pas dans la capacité de produire nos volumes et à des prix qui soient accessibles aussi pour nos clientes. On en a un tout petit peu parlé en préparant cette émission, effectivement, de cette problématique de vouloir, d'un côté... être, on va dire, en lien avec toute cette stratégie RSE que nous demande aussi la société, mais vers laquelle, de toute façon, on souhaite tous aller. Et de l'autre côté, cette difficulté de répondre à cette problématique parce que de toute façon, on n'a pas forcément les capacités ou en tout cas l'expertise nécessaire pour pouvoir y répondre. En tout cas, il y en a plus. Ouais. Maintenant, on peut trouver enfin, je veux dire, pas des contournements, mais parfois, on met aussi, on se dit, les pays d'Asie ou les pays, et pas obligatoirement la Chine, ils ne sont pas dans un développement industriel responsable. C'est de moins en moins vrai. C'est vrai. Beaucoup d'usines ou d'ateliers travaillent les bilans carbone, l'éco-conception, le respect aussi social ou sociétal de leur environnement à l'échelle de leur pays. On peut pas, mais nous, on y est très, très attentifs. On a un cahier des charges très précis là-dessus. Tout à fait. Avec des audits qui sont faits. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on s'enlève cet esprit de ça. Tu as raison. Et en même temps, par contre, il ne faut pas faire venir le produit d'avion. Donc, nous, on le fait venir en bateau. En bateau, ok. Voilà. Alors, ça prend un peu plus de temps. Effectivement, mais voilà, si on le fait venir en plus en avion, ça on aurait tout faux. On a tout faux. Donc il y a quand même des actions qui sont faites pour minimiser minimiser l'impact. Il faut savoir, alors ça c'est un élément très très fort de l'écosystème AFM, ils sont très très à vouloir développer des business responsables et on doit s'engager sur une trajectoire d'amélioration de nos impacts et en particulier de l'impact carbone. Donc, on a des feuilles de route extrêmement précises qui doivent nous permettre, donc, évidemment, dans la manière dont on va concevoir nos produits, dans les matières qu'on va utiliser, dans les usines qu'on va choisir. On a très, très peu de fournisseurs. Hein. J'ai en lingerie de jour, qui est quand même le gros de notre activité, c'est 14 fournisseurs. Oui, donc effectivement, c'est très peu par rapport à la volumétrie. Avec un partenariat assez développé. Donc, on a vraiment ces feuilles de route pour diminuer notre impact. Et puis, nous, on a testé aussi, on est un peu précurseurs sur le sujet, la seconde vie
en lingerie. Donc, on propose dans 14 de nos magasins des produits de lingerie de seconde C'est des magasins pilotes pour l'instant? Alors, ils sont pilotes parce qu'ils ont été, ils ont souhaité. Notre objectif, c'est de le mettre dans l'ensemble de notre parc de magasins. Donc, c'est dans ce sens-là que je parlais de pilote. On apprend. Aujourd'hui, par contre, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on travaille avec une petite entreprise du Nord qui s'appelle Abracadabra. Ce sont 2 jeunes femmes, elles sont vraiment géniales, qui ont une ingénieure, une commerce, qui travaillaient par le passé dans le commerce et qui ont décidé de collecter la lingerie, donc auprès de plein de marques de lingerie. Elles les réparent, elles les nettoient et elles les vendent sur leur site. Donc, c'est Abracadabra. Et nous, on est allés rencontrer, puisqu'on s'est dit, et c'est elles qui nous donnent les produits. Donc, aujourd'hui, c'est une question, on ne sait pas si ça sera notre business model de demain, mais dans les magasins qui proposent de la seconde vie, ce sont toutes marques. Oui. Pas que la marque Rouge-Gorge. Comme d'autres le font aussi. Voilà. Mais c'est aussi un changement pour nos équipes compliqué. Bien sûr, parce qu'on leur dit, c'est une sacrée conduite du changement. Ils sont fiers de leur marque, du magasin dans lequel ils travaillent et du Bien produit. sûr. Mais non, mais vous pouvez aussi vendre un produit concurrent. Et un modèle où ce sont tes clientes qui ramènent, j'ai envie de dire, en seconde vie, vos produits pour les passer par Abracadabra. Alors, en fait, on fait les deux. D'accord. C'est-à-dire, par contre, ça, c'est vrai, depuis cette année, ce qui n'était pas le cas quand on a démarré, parce qu'on a démarré dès 2022, je crois, 22 ou 23. La seconde vie, d'abord dans 3 magasins. Comme d'habitude, oui. Et du coup, aujourd'hui, on fait la collecte dans tous nos magasins. Donc, on collecte dans tous les magasins et on envoie tout à Abracadabra. Il est possible que demain, il y a 2 modèles qui existent là-dessus, où on vend des produits de plusieurs marques dans votre site ou dans votre magasin, où vous vendez vos produits. C'est ça. En seconde ça, on est encore en questionnement, parce que un de nos engagements, c'est la durabilité. On s'engage à avoir des produits durables. Et on a même une garantie de 3 ans sur notre produit iconique. Donc, c'est important pour nous. Donc, on se dit que peut-être on aura une valeur ajoutée à vendre nos produits en seconde main, parce qu'on s'assure de leur pérennité, durabilité et bien aller dans le temps. Bon, en tout cas, c'est une voie pour nous. Et ces nouveaux modèles, effectivement, ça vient bouleverser un peu, pas bouleverser, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, ça vient apporter une nouvelle vision à l'entreprise, ça vient compléter la vision actuelle, ça vient un peu aussi compenser une baisse de consommation globale. Oui. En fait, c'est un peu de tout. Ouais. En fait, nous, on fonctionne comme ça, et je fonctionne comme ça. Ça a été aussi mes savoir-faire des entreprises précédentes, en posant des projets d'entreprise ou une vision, un projet d'entreprise. Et on a une raison d'être qui est soutenir le féminin dans sa libre expression pour faire vivre, pour avoir demain un monde plus juste et plus durable. Donc, c'est dans notre raison d'être de travailler une collection plus responsable et plus engagée, ou d'avoir des actions engagées. Et on veut être une marque, la marque de lingerie engagée pour les femmes. Donc, ça fait partie aussi des actions. Donc, spontanément, dans les déclinaisons, évidemment, on s'est dit, on va développer la seconde vie, parce que ça fait partie d'une réponse. Et de l'ADN, finalement. De notre raison d'être. Et puis, quand vous regardez le marché, effectivement, il y a des arbitrages de consommation. La lingerie peut en faire partie, entre j'en mets, mais j'en mets pas tout le temps, ou j'arbitre parce que le contexte économique aussi fait que peut-être j'arbitre ce type de produit. Et puis, ça fait partie aussi des modes de consommation nouveaux. Tout à fait. Et réservé peut-être était réservé des plus jeunes générations, c'est moins le cas. Après, il faut être tout à fait honnête, ceux qui parfois achètent en seconde vie ou seconde main, c'est pas que une orientation écologique. Bien sûr. C'est économique. Aussi économique. Bien sûr. Et donc, il faut Évidemment. avoir les deux. Et à partir du moment où vous avez... Alors, ça peut être pour une femme, nos corps changent dans une vie. S'il y a une maternité, Exactement. on se dit, je vais peut-être pas acheter un soutien-gorge neuf.
je vais le changer tous les 3 mois, là, donc je vais utiliser la seconde vie, et puis je vais pouvoir le revendre. Donc, c'est des schémas voilà, qui ont bougé. Alors, il y a 3 ans ou 4 ans, on aurait dit, ah non, non, on va vendre un soutien-gorge de seconde vie. Tout le monde disait, mais non, c'est pas possible, pas possible. Bien sûr. Barrière, ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut apprendre vite, il faut tester, il y a des choses qu'on fait bien, mais il faut qu'il y ait une qualité au départ du produit. Sinon, voilà. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a une sélection au démarrage qui se fait, où on se dit, là, il y a bien une seconde vie possible. Voilà. Là, honnêtement, c'est pas possible. Et du coup, vous devez concevoir cette seconde vie presque au moment de la création de la première vie. Bien sûr. Et alors, ce qui est aussi intéressant en lingerie, alors c'est un peu technique, mais la lingerie, en particulier le soutien-gorge, c'est un produit très difficilement recyclable. Okay. Un t-shirt, vous pouvez le recycler, il y a plein de des matières. Nous, on a tellement de composants et des composants, des agrafages, des élastiques, des choses. Donc, le produit est très compliqué à recycler. Du coup, il faut trouver aussi un système pour le faire vivre plus longtemps par le biais de la seconde main pour réduire notre impact carbone. Voilà. J'ai posé une question peut-être très bête, mais ça me fait penser, est-ce que c'est aussi pour ça qu'il y a une grande tendance au soutien-gorge sans armature ? Alors, les soutiens-gorge sans armature, c'est deux... Alors, c'est vrai que c'est Parce que je me dis, ceux-là doivent être déjà plus faciles. Alors, ils sont plus faciles parce que les armatures, évidemment, c'est un sujet, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même de l'agrafage, voilà. Mais c'est intéressant le sans armature parce qu'on voit bien aussi que la lingerie, je pense, alors on n'est pas là pour faire ce sujet-là, mais c'est hyper intéressant. En fait, la lingerie, ça accompagne aussi, je pense, la vie des femmes, mais aussi la place des femmes et la manière dont les femmes accompagnent leur corps. Et aujourd'hui, on a une liberté, en tout cas, on essaie de l'avoir. Et cette liberté, elle passe par le choix. Elle passe pas par dire je veux plus de soutien-gorge avec une armature, mais parfois j'ai envie d'avoir ce soutien-gorge qui va peut-être me valoriser davantage. Non, mais exactement. Et puis j'ai aussi parfois envie d'un soutien-gorge sans armature ou une brassière qui me permet d'avoir le confort parce que j'ai envie de choisir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très rigolo parce que ça a on voit bien l'impact en tout cas que ça va avoir dans sa vie de femme aussi, le choix de sa lingerie. Donc nous, on veut pas mettre des femmes dans des... on se dit, on veut soutenir le féminin, c'est important pour nous. Et puis on offre plusieurs styles, plusieurs modèles, plusieurs formes, plusieurs tailles, parce que c'est important aussi d'offrir toutes les tailles. Bien sûr. Et voilà, parce que ça fait partie pour moi de soutenir le féminin. Si vous avez que les tailles centrales, c'est pas la réalité de tous les corps des femmes. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Et ça, pareil, d'un point de vue modèle économique, c'est pas évident. Non. Parce que plus on élargit sa gamme, plus on maximise. On doit acheter des quantités avec des choses et donc on peut avoir ce qu'on appelle des résiduels donc, à la fin. Bien sûr. C'est pour ça aussi que vous travaillez des collections avec des permanents, donc des produits qui sont moins renouvelés. Ça fait partie aussi de la construction, mais il faut aussi du produit plaisir qui soit un peu plus renouvelé de temps en temps. Donc ça aussi, ça a changé. Le fait d'avoir peut-être moins de plaisir... Enfin, ce qu'on appelle plaisir, c'est les nouvelles collections, on va dire, et puis plus de produits qu'on va garder dans le temps. Oui. Ouais. Alors, je pense que dans les tiroirs des femmes, il y a les deux produits. Exactement. Dans l'armoire des femmes, il y a les deux produits. Il y a le produit dans lequel je me sens bien et que je mets habituellement ou parce que je travaille, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont une activité de mouvement. Exactement, qui nécessite un certain ou de confort. Ou aussi de maintien. Et puis, il y a des moments de vie où on a envie d'avoir d'autres critères qui nous font choisir. Le soutien-gorge. Mais pour soi. Dans lequel on se sent bien. Voilà, dans tous les cas, nous, on a une promesse, c'est que quel que soit c'est important d'être dans le bien-aller, dans quelque chose où vous vous sentez bien. Ça, c'est la liberté qui est des femmes. Oui. On n'est plus il y a 150 ans où on nous contraignait complètement dans le corps. On veut nous faire rentrer dans un autre corps que le nôtre. Voilà, c'est pas possible. Non, pas possible. Aujourd'hui, tu diriges combien de personnes ? C'est combien de personnes chez Rouge Gorge ? Alors, comme on a, si on rentre un petit peu dans notre petite cuisine, on a à peu près 260 magasins en France et en Belgique. Et il y a à peu près 45% d'affiliés. Affiliés sont des personnes qui ont envie de développer leur propre entreprise. Ils sont affiliés, donc ils vendent du rouge-gorge, du rouge-gorge. C'est eux qui prennent en charge, évidemment, le concept magasin et ils payent les collaborateurs. Ils ne supportent pas le coût du produit.
c'est-à-dire c'est nous qui portons le stock et ils reversent une commission sur le chiffre d'affaires. C'est des franchisés. Alors, c'est des franchisés, mais nous on les appelle affiliés. La grosse différence, ce que je viens de dire, c'est qu'ils ne portent pas, ils n'achètent pas le stock. Oui. Le stock, il est porté par l'enseigne, par la marque. Et c'est hyper intéressant. Je vais te prendre il y a 4-5 ans, c'est-à-dire Covid. Oui. Ils n'avaient pas de problème de trésorerie puisqu'ils n'ont pas porté le stock. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose... Alors, évidemment, la commission n'est pas la même, évidemment, parce qu'ils prennent moins de risques. Oui, c'est un autre modèle. C'est un autre modèle économique, mais qui est plutôt qui est intéressant. Donc, moi, je ne compte jamais les collaborateurs de ces magasins-là. D'accord. Donc, on est à 700 collaborateurs Rouge-Gorge, mais si vous prenez... Et qui sont à 95% des femmes. À 95% des femmes, donc c'est... Mais les hommes, ils sont très heureux. Hein. Ah ben, j'ai pas de doute. Je n'aurais mis aucun doute là-dessus. On ferait leur demander, mais bon. Est-ce que ça t'a aidé justement se passer de DRH dans la gestion et la direction de cette structure? Alors, en tout cas, moi, je pense que oui. Il faudrait demander après aux collaborateurs. Il est évident que... Mon expérience de ressources humaines et le choix que j'en avais fait, c'était que je suis convaincue et que quelque part que les hommes et les femmes, de manière générale, contribuent à la performance d'une entreprise. C'est pas suffisant, évidemment, parce qu'il faut un projet d'entreprise, il faut aussi un modèle économique. Bien sûr. Mais je pense qu'ils font la différence, les hommes et les femmes, dans les modèles, sur la durée. Il se peut que sur des moments, c'est pas le cas, mais vraiment dans la durée, l'engagement de nos collaborateurs qu'on mesure, on pourra en reparler, pour moi c'est hyper important. Donc c'était un de mes axes que je voulais vérifier, que ce lien et cette croyance, cette proximité, de faire confiance aux collaborateurs à la fois dans leur prise de décision, dans leur contribution, et certainement dans mon management, qui est sans doute développé avec ce lien proche que j'essaye d'avoir avec les équipes, ou avec cet équilibre qu'on appelle toujours exigence et bienveillance, mais réel. Pour moi, ça fait partie de mes convictions. Donc, alors, est-ce que je l'ai choisi RH, vous savez, l'œuf ou la poule, parce que j'ai ces convictions-là, ou est-ce que j'ai ces convictions-là parce que j'ai pris ce parcours? Je ne sais pas. Oui, et puis on ne va pas refaire l'histoire en plus. Donc, mais en tout cas, c'est sûr, j'imagine en tout cas que ça apporte une couleur différente. Particulière. Ouais. Voilà. Et après, qui peut être avec lesquelles les personnes peuvent être bien ou moins bien, mais c'est sûr que ça fait partie de ma caractéristique. Puis en plus, voilà, j'ai pas non plus, je mesure pas 2 mètres, je vais pas venir avec un charisme, qui est physiquement imposant. Donc, c'est important pour moi d'avoir ce lien. Et est-ce que tu as vu depuis justement ces années Auchan jusqu'à aujourd'hui chez Rouge-Gorge une évolution dans le management? On parle beaucoup aujourd'hui que le management des hommes avec un grand H, des collaborateurs, le bien-être, l'engagement au travail a énormément évolué. Est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves plus difficile aujourd'hui, différent? Alors... Et en fait, je vais peut-être te surprendre. Je ne suis pas sûre qu'il soit si différent que ça. Je pense que la manifestation ou les demandes en apparence peuvent être différentes. Alors, on pourrait parler des équilibres de vie, de l'investissement, mais les ressorts d'engagement, pour moi, sont les mêmes. Ça me rassure ce que tu dis. Hein. Que ce qui pouvait être, c'est-à-dire que, on en a un petit peu parlé, c'est-à-dire que les collaborateurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, je parle de l'engagement. Après, oui, on parle de l'engagement déjà. L'engagement, c'est de la confiance. C'est-à-dire que s'ils ressentent de la confiance, s'ils ressentent de la reconnaissance, bien sûr. C'est des éléments importants et qui sont, à mon avis, universels et qui ne sont pas nouveaux. Après, évidemment, la notion d'équilibre de temps, mais peut-être c'était trop à une époque et ça, c'est adapté. Mais je pense que quand il y a ces éléments de reconnaissance, de confiance aussi, et aussi d'équité, il y a des éléments, et de sens, ça c'est mon dernier point. Je crois que les gens ont besoin de sens, mais bien sûr, quel qu'il soit, plus jeune, que jamais, pas jeune, mais bien sûr. Et que donc quand on essaye de aller chercher ces 4 éléments-là, qui pour moi étaient les mêmes il y a 30 ans ou 40 ans, qui seront peut-être les mêmes dans 20 ou 30 ans, c'est l'environnement qui a changé. Mais ça,
pour moi, n'a pas changé. Voilà. Oui, j'avais suivi une conférence, on disait juste que effectivement les critères n'ont pas changé. C'est peut-être l'ordre dans lequel on les met qui ont par contre changé. Qui ont changé, mais qui ont changé aussi. J'ai envie de te dire, si tu coches les 4, tout va bien. C'est déjà un bon point. Après, évidemment, la relation au travail a pu changer. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes, et je pense que c'est un élément positif, ne mettent pas le travail comme la seule possibilité de réalisation. Ça ne veut pas dire qu'ils les opposent, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la réalisation, mais ils se disent, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, exactement. Par contre, pour que je me réalise dans mon travail, les éléments dont je viens de parler, c'est-à-dire du sens, de la reconnaissance, de la confiance, c'est quelque chose qui est important et qui était important il y a 30 ans et qui le sera dans 20. Et toi, tu arrives à mesurer ça au sein de Rouge-Gorge ? On essaye de mesurer parce que comme on veut être une entreprise engagée et comme on se dit que tout ce qui progresse se mesure, on a choisi un label de mesure, alors qui n'est pas Bicorp. Alors, c'est pas qu'on n'a pas choisi Bicorp parce que c'est un label international. On a choisi un challenger français qui s'appelle Positive Company. Okay. Son nom n'est pas très français pour le coup, je leur ai dit d'ailleurs. Mais ce qui nous intéressait dans leur démarche, ils ont la même mesure du référentiel pour voir toutes nos actions que nous faisons sur le sociétal, le social ou l'environnemental. Mais ensuite, ils interrogent nos parties prenantes, c'est-à-dire nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos clients. Et vos clients. Et donc, ils nous donnent une note globale. Et donc, on est assez content puisqu'on a 2 étoiles sur 3. Vous allez me dire, on n'a pas 3 étoiles. Mais bon, il y a d'autres éléments. J'ai rien dit. Des progrès. On va avoir des progrès. On aurait pu avoir 0 étoile. Mais tout à fait. Mais complètement. Et on a progressé. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans l'ensemble de ces mesures, on mesure aussi l'engagement et on mesure aussi le NPS de nos collaborateurs. Donc, on mesure un certain nombre de questions. Et c'est important pour nous parce que entre l'idée qu'on peut se faire toujours et la réalité des choses, c'est bien d'avoir la réalité pour pouvoir mesurer s'il y a des écarts, les comprendre et essayer évidemment d'y apporter des solutions. Oui, bien sûr. C'est intéressant et effectivement, cet engagement ou en tout cas cette volonté d'accompagner les collaborateurs vers la montée en compétences et la réussite, ça fait aussi partie des projets, j'imagine, que tu as au quotidien. On en essaye, avait en tout cas parlé. Alors, on essaye de le faire avec une limite que nous avons, effectivement, qui est notre taille d'entreprise. Bien sûr. Donc, on ne peut pas bien sûr. Répondre à tous les objectifs de progression de vie professionnelle. On y essaye, mais alors, en tout cas, ça, c'est très personnel. J'essaye de me dire que quand les personnes sont chez Rouge-Gorge, ils y sont bien. Ils sont bien, c'est-à-dire qu'ils sont bien à titre personnel, mais ils y sont bien aussi à titre professionnel, c'est-à-dire qu'ils apprennent, ils évoluent, ils impactent aussi l'entreprise, parce que je pense que les gens ont besoin d'impacter. Bien sûr. Quel que soit, important. Leur poste, leur responsabilité. Et puis, si ce chemin, il fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est bien. S'il ne peut pas faire toute une vie professionnelle parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les envies, je me dis que j'ai réussi une partie. Est-ce que tu rencontres d'autres DG de structures, soit dans la même industrie, soit dans d'autres industries, et d'autres DG en tant que femme? Est-ce que vous échangez? Est-ce que toi, tu peux échanger entre pairs sur ton quotidien, sur des réflexions que tu as? Oui. Alors, de manière parce que dans l'écosystème AFM et puis au sein de Rouge-Gorge, Rouge-Gorge appartient au sein de l'écosystème au pôle textile, et donc on a des collaborateurs, enfin des DG aussi, avec lesquels je peux discuter, hommes ou femmes. Là, en l'occurrence, c'est des hommes, mais dans l'écosystème, il y a aussi des femmes. Et puis, j'appartiens à ce qu'on appelle à la PM. Il ne faut pas confondre avec la FM, mais la PM. Et là, il y a des femmes, des hommes qui dirigent des entreprises dans des univers très différents du mien, ou qui peuvent être proches du mien. Et en dehors de l'expertise que l'on peut avoir, qui nous sont données avec des experts qui viennent sur des sujets, on peut aussi discuter et le faire. Et aussi, moi, à titre personnel, alors là, je donne une info très personnelle, quand j'ai pris des responsabilités, j'ai toujours choisi de me faire coacher, accompagner, parce que je pense que c'est important. Alors, même si j'ai
un président, j'ai eu un président, et en l'occurrence une présidente aujourd'hui, hein, c'est notre gouvernance dans l'écosystème, il y a un comité de direction qui pilote un projet, une équipe, mais il y a un conseil de surveillance avec un président ou une présidente, et des conseillers. Eux aussi nous aident et m'aident, donc c'est un effet miroir de la présidente qui a un rôle aussi d'échange avec moi. Donc ça, c'est aussi une aide. Et à côté, à titre personnel, évidemment, j'ai aussi choisi dans des moments de vie d'avoir une coach, c'est toujours la même, qui me connaît bien et avec lesquelles je peux partager des doutes, des questions, des interrogations. C'est humain. C'est très important, surtout. Parce qu'on est un peu seul parfois. Exactement. Même si on ne l'est pas, en fait, on ne l'est physiquement pas, mais de temps en temps, on l'est quand même. En fait, pourquoi je te posais la question, c'est que cette question-là, je la pose quand je reçois à chaque fois des entrepreneurs qui ne peuvent pas se tourner vers les salariés, les collaborateurs pour évoquer les moments de doute, les difficultés, ou en tout cas... c'est rare, en tout cas, qu'ils le fassent. Et donc, ça peut les renvoyer dans un moment un peu de solitude, effectivement, comme tu dis, ou de... mais en fait, à qui je peux en parler, hein. Chaque collaborateur peut venir vous voir pour vous dire là ça va pas ou j'ai un problème, mais vous, auprès de qui vous vous tournez, et c'est pour ça que je me permets de te poser la question, parce que je pense que c'est très important et c'est très peu dit, cette solitude que peuvent avoir les DG. Alors, parce que en fait, la difficulté, c'est que si on dit qu'on est en questionnement ou en solitude, d'une certaine manière, quand on dirige une entreprise, il faut qu'on soit... Exactement. Voilà, si ça ne se passe pas bien ou si on doute, les collaborateurs... pas les bons signaux, on ne peut pas envoyer les bons signaux. Mais c'est humain de douter et d'avoir des questions. Et je trouve pour ça que la gouvernance mise en place par l'écosystème de l'AFM, qui est toujours ce binôme DG-président, non exécutif, oui, tout à fait. Mais sert aussi d'effet miroir, de pouvoir dire des choses. Alors, on va peut-être pas dire tout à son ou sa présidente, donc c'est pour ça qu'il faut trouver aussi des relais. La famille ne peut pas prendre ce relais-là non plus, parce que je pense que c'est pas son rôle. Elle peut aider émotionnellement, elle peut, mais elle ne peut pas porter non plus des éléments qui sont liés à votre niveau de responsabilité. Exactement. Ça, c'est la plus grosse différence entre mon métier de RH, où je contribuais, et un métier de direction générale, où vous avez le poids de la responsabilité de la décision et de ses conséquences, qu'on est positives ou parfois plus difficiles. Ça, c'est le plus dur. Il y a la solitude et il y a le poids des cette responsabilité, tout à fait. Oui, tout à fait. Qui fait qu'on a une charge mentale qui est tout le temps... Existe. Voilà. Bon. On a beau ne pas être au travail, elle est là. Mais on a à côté de ça, en tout cas, moi je le dis, et tellement de... En tout cas, j'ai eu, et je l'ai, beaucoup de plaisir, d'épanouissement. Oui, non, mais bien sûr. Ça va... les responsabilités vont de pair aussi avec ces difficultés qu'on peut avoir. C'est les deux. Voilà. Mais ça t'est arrivé d'avoir des moments de doute et de te dire, là, c'est beaucoup? Oui, bien sûr. Oui. Entre autres, peut-être pendant le Covid ou pendant... Alors, dans le Covid, c'était... C'est après coup qu'on s'est tous posé la question. Oui, en fait, au début, mais c'était étonnant, mais on a fait... Moi, Alors, je ne vais pas dire que j'ai apprécié cette période parce qu'elle était très, très déroutante, mais on a fait preuve, en tout cas chez Rouge-Gorge, nous, ça nous a mis dans une... On s'est dit, faut qu'on crée du mouvement, qu'on crée de l'agilité, qu'on crée des choses. Et donc, on a été très dans le mouvement, dans les solutions pour trouver... moi, j'ai vu qu'il fallait que j'ai un rôle de personne solide où vous dites... Donc, vous prenez la parole pour vos collaborateurs, parce que on a oublié, mais on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais bien sûr. Si ça allait être très, très, très grave. Donc, mais moi, je me rappelle comme si c'était hier. On s'est dit au revoir avec les collègues en pensant qu'on se revoyait une semaine après. Voilà, et que vos collaborateurs, ils disent, mais so what, ça va être quoi ma vie voilà. Et du coup, ils attendent de vous, là, que vous les rassuriez. Exactement. Et ça, c'était... Donc, je faisais des vidéos. C'est là où on a appris à faire les vidéos, avec le petit téléphone. Bien moins bien que ce qu'on fait là, je pense. Et on envoyait ça contre tout, peut-être côté juridique, parce qu'on disait non, on ne peut plus avoir de contact quand les gens ne pouvaient pas, mais on le faisait. Et ça, j'ai appris à me dire, tu as un rôle aussi de sécuriser. Ouais. Et ça a été hyper important. Et on a mis en place plein de choses ludiques et autres pour apprendre. Donc, j'ai trouvé que cette période, elle était très apprenante.
mais complètement. Passer les choses assez déroutantes, parce que nous, vous savez, on nous a dit vos magasins sont fermés, vous n'allez pas réouvrir. Dans nos magasins, il y a un coffre, il y a des produits. Enfin, c'était. Oui, parce qu'en fait, c'est pas juste je laisse fermer mon magasin. Il y a toutes les conséquences qu'il y a derrière, bien sûr. Mais du coup, on a été dans l'action et c'était assez. J'ai trouvé qu'il y avait s'est développé une solidarité. Oui. Alors, en France, globalement, non, mais globalement, dans les entreprises mais tout à fait. Solidarité, résilience et flexibilité. Oui, et ça, c'était je suis d'accord. Assez top au final. Et on a essayé de garder ces éléments-là. En fait, aujourd'hui, on a presque l'impression que le post-Covid est plus dur. Bien sûr. Les conséquences. Bien sûr. Parce qu'il y a eu ces éléments où cette solidarité, elle apparaît moins aujourd'hui, où il est plus difficile. Oui, parce que sur le moment, il a fallu juste faire, parce qu'on n'avait pas le choix. L'après, en tout cas, j'imagine que tu as dû vivre plutôt la réouverture des magasins, mais avec des stocks qui étaient bloqués, des containers qui avaient pris je ne sais pas combien. Tu me parlais de bateaux, donc j'imagine que tout vient en container, donc j'imagine que ça a dû être bien compliqué en plus de gérer, tout a explosé. Oui, puis on a dû se dire, de toute façon, on ne va pas les vendre, les magasins ont été fermés, donc il fallait mettre ces produits-là pour l'année prochaine. Enfin, on a fait des tricks, on avait vraiment fait plein de choses assez drôles. Parce que d'ailleurs, comment ça fonctionne en termes de stockage ? En fait, tu as des entrepôts pour stocker ou tu fais presque venir en temps réel ? Alors, faire venir en temps réel, ce n'est pas possible, mais on stocke le moins possible. Alors, quand ça arrive, si on n'a pas tout vendu, évidemment, le stock, on a du stock, mais on essaye de faire venir 3 à 4 semaines avant la mise en place en magasin. D'accord. Voilà. Alors, donc, il faut... Tout ça, c'est de la logistique, de la supply chain, comme on dit, pour essayer d'adapter les éléments, évidemment. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a dû... et puis, quand vous construisez une collection, en tout cas pour Rouge-Gorge, vous la construisez 6-8 mois avant, c'est-à-dire les stylistes, ensuite les fournisseurs, jusqu'à entre le moment où vous commencez à créer une collection par saison. Alors, et à l'intérieur d'une saison, il y a 3 temps, donc tout ça, c'est découpé. Vous avez à peu près 9 mois. Donc là, on se dit, est-ce qu'on va rouvrir un jour ? Quand ? Comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des stocks qu'on a là. Et les saisons, vous voyez, on a fermé en mars, donc c'est la saison des maillots de bain. Ouais. Donc vous dites, si on ouvre au mois d'octobre, là, c'est plus la peine. C'est sûr. Mais alors, ça a été aussi assez étonnant, en tout cas pour nous, c'est qu'il y a eu, à chaque ouverture de magasin, parce qu'on a fermé, ouvert plusieurs fois, on a oublié. Alors la première fois, c'était très dur. La deuxième, on avait déjà les réflexes. La troisième, on s'est dit, on a tous les réflexes. On sait faire. Mais c'est aussi ça. Moi, je suis toujours et tout le temps épatée par les capacités d'adaptation de l'être humain. Oui. Il a dans les difficultés, une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui sont assez exceptionnelles. Ça, c'est une discussion qu'on a eue dans un précédent podcast avec Romain, qui est lui plutôt dans les neurosciences et qui effectivement disait finalement on est beaucoup plus fort, ou en tout cas on va plus loin face à la difficulté. Oui. Et mine de rien, quand on est sur un fleuve tranquille, même si ça arrive de moins en moins, mais finalement on a moins besoin de se dépasser. Alors que en fait, il faudrait faire tout le temps. Exactement. Il faudrait produire le même effort pour éviter d'aller dans la difficulté. Tout à fait. Il y a un adage qui dit on refait la toiture quand il fait beau. Ce qui explique bien effectivement cette notion de... Que c'est pas quand on est dans les difficultés, mais c'est sûr que l'être humain dans la difficulté... Enfin, moi, je l'ai vu et c'était assez exceptionnel. Non, mais c'est vrai que ça a été fort d'apprentissage et parfois on se dit... On est finalement moins adaptable ou moins performant maintenant qu'on est passé, comme tu disais, finalement, l'après est presque plus dur. Après, parce qu'il y a aujourd'hui... Mais il y a eu d'autres conséquences, il y a eu plein d'autres choses qui ont décollé. Bien sûr. Qui ont joué des éléments importants. Bien sûr. Voilà, l'environnement international est extrêmement chahuté. Exactement. Mais en fait... Je pense, en tout cas moi c'est ce que je dis dans mon entreprise, il faut arrêter de penser que le passé revient. Il ne revient pas, jamais. Exactement. Le monde bouge et il y a 50 ans, de toute façon les gens qui vivaient aussi des difficultés disaient c'était peut-être mieux avant ou c'était différent avant. Non, on doit faire en s'adaptant à un environnement qui est mouvant et qui le sera toujours. Et on ne va pas revenir, alors c'est pas les mêmes choses. Ça se calme là et ça revient sur autre chose. Donc, il faut toujours être dans l'adaptation, mais
adapter. Alors ça, c'est ma conviction. D'autres convictions, j'ai des convictions sur les hommes. D'autres convictions, c'est si vous avez un projet clair, une vision. Alors la vision, c'est une étoile, hein, c'est pas quelque chose que vous allez. Ça permet de garder un cap et ça donne du sens, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Une fois que vous avez ce cap et ce sens, vous avez une capacité d'adaptation, d'agilité, parce que la route, c'est peut-être pas la route droite. Enfin, c'est pas la ligne droite qui est la plus courte. Mais si vous savez pas où vous allez, vous basculez sans cap, sans sens. Tu es obligé, parce que voilà. Tu es obligé de te dire, finalement, j'avance. Est-ce que j'avance vers ce cap ou alors, pas? Je le contribue. Parfois, je m'éloigne un peu, mais parce que obligé. Mais parce que ça va revenir après. Mais quand vous avez votre cap, vous savez, ça donne beaucoup de sens. Et c'est un peu mon rôle. Mon rôle, moi, je considère que c'est un rôle de donner ce cap, de donner du sens et d'être alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, le chef d'orchestre, mais mes collaborateurs, et en particulier mon comité de direction, ils sont bien plus forts dans leur expertise ou dans leur métier que je ne le suis. Mon rôle est de coordonner, de mettre en mouvement et pas d'être le plus fort, la directrice de l'offre ou la directrice de marketing. Toi, tu as des gens justement bien sûr spécialisés pour ça. Par contre, on doit partager le même cap qu'on co-construit. C'est pas, on l'a co-construit tous ensemble dans l'entreprise et puis on le fait vivre. Voilà, Ta vision, elle est à 5 ans en général, c'est quoi à peu près? Un projet d'entreprise, oui, c'est autour de 5 ans. Par contre, notre ambition, c'est d'être une marque engagée pour les femmes. J'ai envie de dire... ça, c'est pour la vie, oui. Voilà, c'est un prêt pour la vie. Bien sûr. Mais après, vous déclinez, oui, on est plutôt sur du 3-5 ans. Oui, c'est ça. Ouais, sur du projet. Mais ce qui nous nourrit, c'est notre raison d'être et cette ambition. Parce que ça nous a permis de décliner des choix stratégiques d'offres, de prise de parole de la marque, d'actions que nous avons aussi bien au niveau environnemental, social ou sociétal. On est engagé pour les femmes, on est très engagé sur la lutte contre le cancer du sein. C'est important pour nous, c'est quelque chose qu'on a fait depuis très longtemps. D'une part parce qu'on a une forme de légitimité bien sûr, en s'occupant de la lingerie et du corps des femmes. Et pour nous, c'était important de se dire, quand il y a des accidents de vie pour les femmes, et malheureusement, c'est fréquent. On ne peut pas dire, non, tu viens plus chez Rouge-Gorge. Oui, parce comment au contraire, je vais pouvoir t'accompagner dans cette étape de vie. Dans cette étape de vie. Bien sûr. Et on a beaucoup travaillé avec des femmes qui nous ont aidés à construire ces collections et qui continuent et qui nous ont dit, garder la féminité est un des éléments majeurs Exactement. de la résilience et de la guérison aussi, pour continuer à... Oui, à aucun moment on ne retire la féminité dans ce moment de vie. Mais c'est pas toujours simple. Mais c'est pas simple du tout. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'aimerais aussi te demander, là ça fait 16 ans, tu me disais que tu étais à la tête de Rouge-Gorge. Donc tu es arrivée très tôt à la tête de l'entreprise. Est-ce que ça a été... difficile, comment tu l'as pris cette position de dire je suis à la tête de cette structure Alors, comme je te disais, il y a une part de tu dis j'y vais, et moi ce qui m'intéressait c'était de me dire tu as certaines convictions dont je t'ai parlé, la conviction que c'est avec les hommes et les femmes qu'on fait grandir les entreprises, à partir du moment où on a une vision claire et partagée. Ça, c'est vraiment mes convictions. Donc, quand je me suis dit, je veux voir ce que ça peut donner. L'entreprise était petite, une petite entreprise. C'est ce que j'allais te demander, c'était quoi l'enjeu à l'époque? Il n'y avait pas d'enjeu, mais nous, notre enjeu, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai posé une première projet d'entreprise, une première vision. Alors, certainement moins ambitieuse, plus concrète, plus opérationnelle avec les équipes. Et on s'est animé là-dessus pour avancer. C'est-à-dire on a vraiment co-construit et on a avancé. Aujourd'hui, Rouge-Gorge est la deuxième chaîne de lingerie spécialisée derrière étable. Donc, on est content du travail qui a été accompli dans un environnement qui est très challengeant. Ce n'était pas notre place il y a 15 ans. Bien sûr. Donc, on a fait un travail de fond et c'est ce qui nous a... et la première chose, ça a été vraiment de faire ce travail, de prendre le temps, de prendre ce temps-là, de poser un projet d'entreprise partagé, d'écouter mes collaborateurs. J'ai passé beaucoup de temps... je pense que la première année, je suis arrivée en mai, juillet-août, j'ai dû faire 50 ou 60 magasins, le tour de France, et à discuter. Parce que quand vous discutez en proximité avec les gens qui ont les clients,
les clientes tous les jours. Eh ben, c'est ton contact direct avec... Et que si vous entendez un message, le même message 10 fois, 15 fois, 20 fois, ça commence à être un signal faible. Bien sûr. Et qu'il faut peut-être regarder. Donc, on a co-construit ça. Puis après, on a développé chaque année avec des choses plus sympas, des choses moins sympas, comme le Covid. Des choses aujourd'hui qui sont plus difficiles. Le marché de la lingerie est un marché un peu plus en difficulté. Il a été plutôt épargné par rapport au prêt-à-porter. Il l'est un peu moins. Donc, il faut aussi développer d'autres combats. Mais c'est assez intéressant. On ne s'ennuie jamais. J'ai pas de doute là-dessus. Mais j'imagine, là, aujourd'hui, tes collaborateurs, ça fait 16 ans qu'ils te connaissent et donc il y a une confiance installée. Est-ce que tu as ressenti au départ que tu avais des preuves à faire? Est-ce que tu as ressenti qu'il fallait que tu montres toute la légitimité, ou les collaborateurs ne te l'ont pas forcément montré, en tout cas? Tu es arrivé après quelqu'un qui était resté longtemps? Alors, non. Non. Alors, qui était resté longtemps, je pense, dans l'entreprise, je ne sais pas, mais pas longtemps, je pense, au poste à ce poste-là. de direction. Et pour être, on n'a pas eu de passation, donc les choses ne se sont pas faites, donc c'est souvent sur ces postes-là que tu n'as pas vraiment de passation. Ça peut arriver, ça dépend comment les changements peuvent se faire, voilà. Je pense que les équipes, faudrait leur demander, certainement, quand je te disais que il faut trouver un équilibre d'exigence ou de bienveillance, je pense que quand je suis arrivée, j'ai fait une bascule plus d'exigence. C'était nécessaire. Bien sûr. Voilà, c'est la posture nécessaire quand tu arrives. C'était nécessaire parce que l'entreprise, connaissait un peu était en pleine transformation et en questionnement. Mais j'ai posé les choses. Donc je pense que la confiance, elle n'est pas venue, elle vient jamais, elle se décrète pas, la confiance. Donc, non, c'est toi qui... les gens... mais j'ai développé... T'as un peu cette aura ou pas, j'ai envie de dire... Mais ça se construit, tout à fait. Ça se construit par des actes, aussi par des paroles. Tout à fait. Rencontrer les équipes, c'est un élément important. J'ai rencontré chaque personne du siège. J'ai discuté avec eux. Aujourd'hui encore, j'ai besoin de cette proximité. J'ai besoin d'échanger avec les collaborateurs, puisque... troisième conviction, après les hommes, le sens, c'est que je pense que si on écoute nos clientes et nos collaborateurs, on a déjà une grande partie du chemin. Ouais. Grande partie du chemin pour dessiner le projet. Donc ça a été vraiment important. Première année, tu as été beaucoup sur le terrain. Pour apprendre, pour te nourrir, pour te montrer aussi. Oui, quand je dis te montrer, c'est pas te valoriser en aucun cas, mais montrer que tu étais aussi au plus proche accessible. Exactement. Que tu restais pas dans ta fameuse tour dorée dont on peut parler. Tu vois. Et aujourd'hui, j'ai aussi mis en place j'ai un groupe en direct de responsables de magasins, c'est un groupe que je vois tous les 2 mois. Alors on est en visio, mais avec lesquels alors oui, il y a une hiérarchie, non? Ils sont en direct avec moi et j'échange avec eux sur la collection, sur l'entreprise, sur des tas de choses. C'est important de garder pour moi, c'est important de garder. C'est mon mode de fonctionnement. Il y en a certainement plein d'autres, mais c'est le mien. C'est quoi un peu les innovations qu'on peut attendre dans la lingerie? Est-ce qu'il y a du textile un peu? Pendant un moment, on parlait beaucoup de textile innovant. Il me semble même qu'il y a un pôle de compétitivité dans la région. Alors, il y a je pense que ça viendra de plusieurs choses. Les matières. Oui. Alors, il y a une époque où on s'est dit, est-ce que la 3D pourra remplacer? Il y a beaucoup sur les matières. Les matières qui, pour moi, c'est un autre pan que nous, on veut développer chez Rouge-Gorge, c'est la santé intime des femmes. C'est des adjacentes qu'on essaye de développer. On a pris une prise de participation dans une entreprise qui s'appelle Elia, qui fait des culottes menstruelles, des maillots de bain menstruels, mais aussi accompagne les femmes sur leur santé intime. Et donc, je pense que les tissus et les matières qui vont aider aussi à la santé et qui sont déjà bons pour la santé et qui peuvent aussi accompagner la santé. Voilà, je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a des matières aujourd'hui, la lingerie, dans la tête des femmes d'avant, c'était beaucoup de dentelle. C'est important parce que la dentelle est un élément
la dentelle ou la C'est broderie. C'est beau. Et C'est la beau. broderie, puis Bien sûr. on a des savoir-faire dans le Nord Exactement. qui sont exceptionnels. Tout Nous, à on fait. travaille aussi avec des brodeurs, voilà. Mais il faut aussi travailler avec des matières dont on parlait tout à l'heure pour que ça accompagne la vie des femmes d'aujourd'hui. Donc je pense que ça, c'est des éléments. Est-ce que demain, on pourrait imaginer que chaque produit textile, j'espère que non, un t-shirt, aurait un soutien-gorge intégré? Il y en a. Aujourd'hui, vous avez... ça existe, tout à fait. Donc ça, nous, on y travaille aussi. Mais je crois plus à la pluralité je pense. des portées qu'à la fin de certains portés. Donc, il faut vraiment travailler sur ces produits qui permettent alors peut-être de développer moins de taille parce qu'ils sont plus extensibles. Oui, tout à fait. De travailler sur l'axe santé, pour moi, c'est essentiel parce que c'est un produit qui est tellement près du corps, qui est près du corps, il ne peut pas être plus près. Et je dis tout le temps, c'est le premier produit que l'on met en s'habillant et le dernier qu'on enlève. Donc c'est hyper important d'avoir, alors on pense au soutien-gorge, mais il y a aussi les bas, il y a aussi les maillots de bain, il y a plein d'éléments en maillot de bain aussi, les matières peuvent jouer beaucoup. On a vu pas mal d'évolutions effectivement sur les maillots ces dernières années, des tendances différentes. Qui permettent de travailler des matières plus innovantes, qui sont plus respirantes et qui dans tous les cas garantissent la santé. Pour moi, c'est un axe important. Voilà. Et toi, est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur dans les années à venir? Il y a quelque chose que... Alors, évidemment, ma vie professionnelle, elle est plus derrière moi que devant. Mais comme je dis souvent, moi, j'ai eu un super cadeau de vie, c'est que j'ai adoré tous mes métiers et toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Enfin, voilà, j'ai eu cette joie-là de ne pas travailler, en fait, en tout cas d'avoir travailler, si on prend ça en termes de contraintes, mais d'avoir un épanouissement professionnel. De prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et ça, c'est un vrai cadeau, parce que c'est pas donné à tout le monde et tout le temps. Et donc, il faut que je prépare demain ce que j'aurais envie de continuer d'apporter, certainement autour du lien, des autres, aussi d'apporter ou d'aider des jeunes entrepreneurs à développer aussi ce en quoi je crois. Et il y a d'autres chemins. Mon chemin, il n'est pas unique. Oui. Il appartient, il faut mais voilà ce que j'aimerais. Tu fais parfois des jurys, des choses comme ça auprès de jeunes ou de mentorat, ou d'accompagnement, oui, bien sûr, ou d'échange. Ou si moi, ça, j'ai toujours essayé de trouver un peu de temps si on me demande, j'aurais envie de discuter avec toi ou quelqu'un qui est dans une recherche, dans une réflexion, j'essaye de prendre ce temps-là. De pouvoir partager. C'est important. Moi, on me l'a fait dans ma vie professionnelle, j'ai pu le faire et je pense que c'est important aussi de transmettre. Je pense que je suis à un moment de ma vie où ce que j'aimerais plus tard, c'est transmettre. Pouvoir donner un peu. Transmettre justement tout ce que tu as apporter tout ce qu'on t'a apporté aussi, la manière où tu t'es nourri, tes valeurs et le sens que tu as donné dans tout ça. Et pour le coup, on en avait un peu parlé en préparant l'émission, il y a aussi cet équilibre qu'il a fallu trouver, en tout cas à ta manière, dans ce choix, en tout cas, et dans ce parcours que tu as eu, qui a été très prenant par rapport à aussi ta vie de famille. Donc ça, c'est des choix que tu as faits et pour lesquels il y a j'ai envie de dire aucun regret. Tu sais, on rencontre parfois des femmes qui disent j'aurais dû... Non, alors, alors je ne vais pas dire que c'est simple. Il ne faut pas avoir du regret, mais on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait. On essaye en tant que femme d'être parfaite. Il faudrait demander, on a 2 filles, je les trouve épanouies, elles ont fait d'autres choix que peut-être les choix de leurs parents, mais ils ont une valeur de travail et d'engagement qui est aussi fort. Je les trouve bien dans leur vie, mais il faudrait leur demander si l'investissement de papa et de maman ne les a pas trop perturbés. Je pense que tu le saurais. Voilà, je le saurais, mais je pense que pour les femmes, on peut pas, c'est difficile, on ne peut pas tout avoir et on ne peut pas tout se dire on va être une mère parfaite et être présente à 100%, avoir des responsabilités, avoir une vie sociale et une vie de femme idéale. Il y a des
Oui, Il y a des curseurs, en il y a fait. des curseurs et puis évidemment, il y a un peu de frustration, il peut y avoir des difficultés, mais je suis d'accord, si on est frustré, c'est là où on n'est pas heureux. Exactement. Et donc, il ne faut pas vivre, c'est-à-dire si on dit ça me frustre, il ne faut pas le faire. Mais si on arrive à avoir cet équilibre-là global, et on n'est pas seul, c'est-à-dire que je te disais, ce choix-là, je n'ai pas fait ce choix professionnel, voilà, mais c'est venu. C'est sûr que j'ai pris des décisions pour que mes enfants aient le meilleur équilibre possible. Ce que je dis aussi, on a des responsabilités, mais on a aussi un salaire qui s'accompagne de ces responsabilités, qui nous permettent aussi d'accompagner nos enfants Bien dans sûr, des choix de faire d'autres garde, choix. qui leur permettent de continuer quand même à avoir une vie, de pouvoir aller faire des activités de sport le mercredi ou d'aller aux anniversaires. Ça, c'est hyper important. Et voilà, donc je pense qu'il faut trouver les solutions, mais chaque femme a sa solution quand elle peut. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui ont moins de solutions, qui ont eu au final moins de facilité que je n'ai pu avoir pour faire ces équilibres-là. Il faut aussi en avoir conscience. Oui, bien sûr. L'idée n'est pas de juger, c'est pas du tout la question, mais en tout cas, effectivement, tu me disais quand même que tu avais une valeur travail qui était très importante. Bien sûr. Et la réalité, d'après ce que j'entends, c'est que tes filles l'ont aussi, donc elles ont dû sûrement aussi se nourrir de... Voilà, elles l'ont certainement dans un autre... Oui, voilà. Alors bien sûr, tu vois, comme avec j'ai envie les de dire d'aujourd'hui, valeur travail de 2025, tu vois. Mais c'est important parce qu'elles sont... Mais valeur travail quand même, tu vois. Oui, tout à fait, voilà, parce que elles savent aussi que... voilà, mais qu'elles ont aussi conscience que leurs parents ont eu un métier qui était épanouissant, exactement, intéressant. C'est plus difficile quand c'est pas le cas. Faut aussi et c'est là où je pense que c'est important, c'est que aujourd'hui j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, mais pour avoir travaillé dans une école de commerce, pour avoir accompagné quand même pas mal d'étudiants, qui effectivement au bout d'un moment arrivent à cette conclusion de dire c'est pas dans le travail qu'on s'épanouit uniquement, parce que je vois bien que mes parents c'est pas l'épanouissement total. Je pense que effectivement, si tu vois chez tes parents que le travail c'est plus une contrainte qu'un épanouissement, toi-même, tu vas pas avoir envie de le mettre au centre de ta vie en disant c'est ça mon équilibre. Mais si les choix que tes parents font semblent tout à fait les épanouir, obligatoirement en tant qu'enfant, tu vas être nourri de ça aussi. Tout à fait. Donc, c'est vrai, c'est une... Tu vois, donc je pense que souvent, il faut pas faire trop de conclusions hâtives, et je le fais moi la première pour avoir accompagné beaucoup d'étudiants, mais c'est vrai, et pareil, on en a parlé, tu me disais que toi, justement, tu trouvais que la valeur travail était quand même toujours présente et que toi, en tout cas, tu le ressentais chez Rouge-Gorge, que tes collaborateurs l'avaient. On a tendance à entendre que cette valeur, elle part ou elle est différente ou que l'équilibre, ils veulent un peu tous les tableaux, et c'est vrai qu'on s'est dit, et je trouve que c'est bien de le préciser, si tu veux plus d'équilibre entre les deux, il faut que tu acceptes que tu ne vas pas forcément atteindre tout. Tu peux pas. Voilà. Et je pense que c'est important aussi quand même de le dire. C'est une réalité. Voilà. C'est quand même une réalité. Après, il y a la notion homme et femme. Et oui. Ça, c'est un autre sujet. Parce que c'est souvent ces mélanges-là. Donc, on dit, les femmes doivent faire des sacrifices. Non, elles sont de moins en moins... Ça, c'est moins vrai. Et les hommes aussi, aujourd'hui, font leur part dans cet équilibre. En tout cas, je trouve. Et c'est vrai que je trouve que chez Rouge-Gorge, il y a une valeur travail à la définition 2025. Exactement. Évidemment. Mais qui est différente de ce que moi, je peux être ou de ce que j'ai pu vivre. Mais qu'importe. L'important, c'est quand même que cet engagement existe. Alors, vous savez, dans une entreprise, il y a les 5% qui sont hyper... voilà. Il y a ceux qui ne le sont pas, mais qui ne le seront jamais. Jamais, dans aucune structure. Et dans aucune structure. Et c'est pas... Il ne faut pas essayer de convaincre les personnes qui n'ont pas envie. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'embarquer... C'est ce qu'on appelle le ventre mou, mais c'est pas très beau. La grande probabilité et qui permettent d'accompagner quand on leur donne du sens, de la reconnaissance et voilà, de la confiance. Exactement. Je pourrais parler encore avec toi pendant des heures et des heures. J'espère que tu accepteras un deuxième rendez-vous. Avec plaisir un jour, mais on peut aller déjeuner si tu veux pour poursuivre En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, Alexandra. Plein de belles choses, en tout cas à Rouge-Gorge, belle vie, et j'ai plein de belles choses aussi dans tes projets de mentorat, de transmission et de tout ce que tu pourras apporter aux autres qui auront bien le plaisir de te rencontrer.
Un grand merci aussi pour cet échange, c'était un plaisir. Merci.